Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui dans ce lieu emblématique de l'industrie bourguignonne et chalonnaise, puisque ces lieux-là même étaient l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire, puisqu'ils ont été construits au moment de la transformation de notre agriculture vers l'industrie, fin du 19e, début du 20e. Donc ces bâtiments ont connu la mutation de la Saône-et-Loire et maintenant sont intéressés vers des nouvelles mutations qui sont l'intelligence artificielle. Le sujet, c'est l'intelligence artificielle et transition. Transition peut-être avec un S, et les transitions. De remercier le professeur et docteur Nicole, ici présent, qui va vous orienter sur des thèmes de l'IA en général et des transitions. J'en profite de remercier tout de suite Agathe pour ce travail qu'elle a fait depuis déjà plusieurs semaines, de remercier toutes les organisations diverses et variées qui ont participé à cet événement et de souligner la présence de notre star locale, Mehdi Hennequin, Mehdi, qui est notre docteur en IA et qui lui-même, il va devenir docteur. Il commence à publier dans les grands journaux américains, autant dire, et il est lui-même en train de former d'autres jeunes à cette intelligence artificielle. Juste deux mots sur ce qu'on en connaît ici. Alors, ce lieu est dédié à l'intelligence artificielle. C'est un incubateur ou un lieu, on va dire un écosystème, tourné vers le numérique en général, tourné vers la donnée. Il est sur deux niveaux. Si vous avez le temps après, si vous avez prévu de leur offrir quelque chose à boire, ça va, l'essentiel est préservé. Vous pourrez visiter. Il y a eu des aménagements qui ont été faits, des décorations un peu particulières qui parlent de l'histoire de notre département et de l'industrie. Donc ce lieu est dédié à ça et va se développer vers l'IA, le numérique, à destination des PME de l'industrie. En quelques mots, pour faire un peu le savant, que quand même mes salariés ils se disent oui, il sait de quoi il parle un peu de temps en temps quand il nous parle d'IA. Je vais donner quelques mots comme ça d'orientation parce que je me suis intéressé à ce sujet depuis déjà quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une mutation de nos sociétés. Je parle sous le contrôle du docteur, comme certainement l'humanité n'a jamais connu. Alors, on le vit aujourd'hui, on va dire, avec le fil du temps, sans trop le sentir, mais quand on regarde l'accélération qui s'est faite ces 10 dernières années, et par rapport à ce qui se prépare pour les années à venir, c'est proprement incroyable. Jusqu'à ces 20 ou 30 dernières années, toute l'économie mondiale, et on l'entend parler aujourd'hui, était sous le tuyau du développement de l'énergie, le tuyau pour faire court du pétrole. On avait puisé dans les sous-sols du Texas de l'énergie qui allait développer l'économie. Tout ce qui touche autour de nous n'est qu'économie. L'électricité, quand elle n'est pas nucléaire, la voiture, le train, les avions, les bateaux, tout ça n'est qu'énergie, énergie, énergie. On a développé toute l'économie depuis des années sous le tuyau de l'énergie. On a un deuxième tuyau qui rentre dans l'économie aujourd'hui, qui est la data, l'information, et on va puiser dans les bases de données, dans les énormes calculateurs et centres de stockage de données, de l'information qu'on va traiter et qui va être le deuxième tuyau qui va permettre d'alimenter notre économie. Alors autant vous comprenez bien avec ce qu'on est en train de vivre, le tuyau sur l'énergie et le pétrole, il est en train de se tarir. Très rapidement, on ne va pas rentrer dans des débats qui nous dépassent, qui sont mondiaux, mais aujourd'hui, on a cette possibilité pour toutes les entreprises qui sont capables d'aller vers la mutation d'utiliser la data, l'information et la gestion de cette information pour transformer nos entreprises. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, déjà les deux mots sont presque antagonistes. Faudrait-il encore définir ce que c'est qu'une intelligence ? On voit bien ce que peut être artificiel, l'association des deux. Je laisse évidemment, monsieur le docteur, pouvoir vous le commenter, sachant qu'il y a différents stades sur l'intelligence artificielle, la faible, la moyenne, la forte, mais on arrivera aux alentours de 2035 à ce que la machine prenne conscience d'elle-même, avec tout ce que ça veut dire derrière d'un choc absolument incroyable sur l'évolution de notre société. Intelligence artificielle, le débat est ouvert, puis les transformations, comment vous avez dit, Agathe ? Les transitions. Transition économique, transition sociétale, énorme.
Transition, je suis maire d'une petite commune. On n'est pas encore à Épervans, parce que si je ne l'ai pas dit, j'étais maire d'Épervans, autant que vous le sachiez. On n'est pas encore dans la Smart City, mais on va y arriver avec toute la gestion des données autour de la cité. La médecine est en train de se révolutionner avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Absolument tous les domaines sont en train de s'accélérer avec des mutations incroyables. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse certainement plus, c'est la transformation de nos sociétés, des entreprises, la transformation des entreprises, numérique des entreprises et le développement de l'intelligence artificielle, sachant que ça va à une vitesse telle, et je reprends la loi de Moore, 1965, je crois, docteur Robert Moore, qui dit que la puissance d'un calculateur doublera tous les ans, tous les 18 mois. C'est absolument fabuleux. Il y a, pour vous donner un ordre d'idée, on dérive un peu, il y a une histoire en Inde où un Maharaja propose à quelqu'un de se marier avec sa fille et il dit « Je laisserai ma fille à qui sera d'accord de doubler sur un échiquier le nombre de grains de riz. » Et il y en a un qui dit « Moi, je prends l'affaire, Maharaja, et il va doubler le nombre des grains de riz à chaque fois qu'il change de case. » Quand on arrive à la dernière case, autant vous dire que le bâtiment ici, il n'est pas assez grand pour stocker le nombre de grains de riz. Ce qui veut dire quoi? C'est que la puissance des calculateurs aujourd'hui est absolument fabuleuse. Mais avec les calculateurs autour des calculateurs atomiques, les calculateurs, sauvez-moi, monsieur le professeur quantique, d'ailleurs Atos est très fort dans ces calculateurs, le calculateur quantique. Alors là, on arrive sur des capacités de calcul et des vitesses absolument fabuleuses. Voilà, dans ce lieu emblématique qui a vu l'évolution de nos beaux départements, de Châlons, de l'industrie. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, de transformation. En fait, on va parler du monde qui bouge et du monde qui change. Voilà, monsieur le professeur, monsieur le docteur, et je vous remercie à nouveau de votre visite ici. Merci. Je vais vous demander de me rejoindre. Donc, pour me présenter aussi rapidement, moi je suis Agathe Esposito et je pilote donc la Fondation Galilée, qui est la fondation d'entreprise du groupe Galilée. La Fondation Galilée, elle a pour mission de sensibiliser à l'impact de l'intelligence artificielle et à ses enjeux, sur son impact sur l'industrie, son impact sur les citoyens et sur le monde qui change, comme on vient de le dire. Je suis accompagnée de Mehdi Hennequin, donc doctorant en intelligence artificielle au sein du groupe, et nous sommes donc à nouveau ravis d'accueillir Monsieur Nicole. Donc Christophe Nicole, vous avez bien des casquettes, vous êtes docteur en informatique, vous êtes professeur des universités à l'IUT Dijon-Auxerre, vous êtes cofondateur et directeur d'un institut, d'un laboratoire de recherche à Dijon qui s'appelle le CIAD. Vous avez fondé une entreprise en intelligence artificielle, vous pilotez des projets autour de l'intelligence artificielle, notamment en santé, avec le CHU de Dijon, entre autres. Donc ça fait beaucoup de choses, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a avec nous un expert de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on vient de le dire, mais on en entend beaucoup parler. Un expert, je me débrouille, quoi. On en entend beaucoup parler, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est, on ne sait pas toujours quel va être son impact sur notre vie quotidienne. On vient de le dire, elle est un peu partout, dans tous les secteurs d'activité. Mais peut-être que pour commencer, vous pourriez nous donner votre définition. Je pense que la définition est plurielle, donc on va écouter la vôtre de l'intelligence artificielle. Et bon, alors bonjour à tous, merci pour cette introduction. Et puis surtout, je regrette la pression qu'on m'a mise sur les calculateurs quantiques et toutes les informations qu'on m'a données. Alors, l'intelligence artificielle, je vais déjà malheureusement casser le mythe. On s'est un petit peu trompé en faisant la traduction de l'américain au français. Artificial intelligence, c'est du renseignement artificiel. Voilà, c'est juste Hollywood qui a mis de l'intelligence dedans, hein, en voulant tuer Sarah Connor. Je ne sais pas ce qu'elle a fait à Terminator. Donc déjà, c'est du renseignement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là où ma définition arrive, et c'est la mienne. Chacun a une définition de l'intelligence artificielle. Moi, à mon petit niveau, j'en ai une aussi. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est souvent un miroir
mathématique dans lequel l'humain aime bien regarder si son raisonnement est juste. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir mettre en place un système de raisonnement externe à l'humain en lui disant « Est-ce que tu peux me rassurer ?» et en me disant « Est-ce que j'ai raison ?» Voilà. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça, et c'est peut-être l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition de l'intelligence artificielle ? Oui, en grande partie, je partage l'opinion. Et oui, après, effectivement, je reviens encore sur le fait qu'on peut définir et que chacun a sa propre définition. Et alors, est-ce que c'est pas de l'intelligence, du coup ? Alors, moi, j'aime mieux le terme raisonnement. Voilà, le raisonnement artificiel. Voilà, sachant que dans le raisonnement, pour l'instant, et peut-être que mon avis changera au cours de mes travaux, puisque c'est tout le temps en évolution. Donc, quand je vais vous donner des choses, c'est à la lueur de mes connaissances d'aujourd'hui. Peut-être que je ne serai pas d'accord avec moi-même demain. Je suis très contradictif avec moi-même. Et donc, en fait, on parle de raisonnement. Alors, par exemple, le premier raisonnement qu'on va trouver dans les domaines de l'intelligence artificielle, c'est la perception. C'est la capacité de différencier sur une image des éléments les uns des autres. Pour vous, c'est naturel. Ici, vous voyez des fleurs, vous voyez une bouteille, etc. Quand on va devoir former une intelligence artificielle, elle voit une image qui est un ensemble de pixels, donc c'est des points lumineux, et elle doit arriver à déterminer que cet ensemble de points lumineux qu'on voit là, c'est bien des fleurs, c'est une tumeur sur une radio, c'est une personne qui traverse la route, etc., etc. Donc la première chose, c'est une perception. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle perçoit des fleurs, une bouteille, une personne, qu'elle sait ce que c'est. Elle ne comprend pas. Donc le deuxième raisonnement sur lequel on travaille en ce moment, qui est un raisonnement qui est lié à la compréhension. Parce que quand on comprend, on peut donc mieux gérer ce qu'on appelle la troisième partie, qui est la construction de stratégie, et la quatrième partie, la prédiction de scénario. Voilà. Donc vous voyez, il y a ces 4 éléments. Alors je suis désolé si on rentre tout de suite dans le vif du détail, mais dites-vous qu'une intelligence artificielle, déjà, elle perçoit, donc elle ne comprend pas. Ensuite, il faut qu'elle comprenne, puis après, en fonction de ce qu'elle a compris, il faut qu'elle agisse, voire même qu'elle définisse des stratégies pour atteindre des objectifs. Et tout ça, c'est très compliqué. Voilà. On en parlera peut-être dans la journée. Enfin, donc, elle ne comprend pas, mais elle est quand même capable de définir une stratégie. Alors malheureusement, ça c'est bête. Ça. C'est-à-dire que j'ai vu des militaires faire la même chose, mais je pense que c'est mieux de comprendre. Voilà. Et on en parlait d'ailleurs, on parlait de l'art justement. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui créent des tableaux, qui créent des musiques, etc. Donc si on part de ce principe, c'est finalement... Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle est un artiste ? Ah, mon Dieu. Alors déjà, qu'est-ce qu'un artiste ? Voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Souvent, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'art, mais je sais que l'art s'adresse à une partie non réfléchie, souvent aux émotions, et qu'un artiste, il essaye souvent d'exprimer une émotion. Voilà. Quand une intelligence artificielle produit un tableau qui génère une émotion pour la personne, il y a une petite ambiguïté, c'est que l'IA ne le sait pas. En fait, elle a produit quelque chose, elle ne sait pas que ça procure une émotion. Donc, elle le fait bêtement. Peut-être que... Alors, j'ai vu des éléphants peindre aussi. Hein. Il y a un endroit en Inde où il y a des éléphants qui sont entraînés à peindre. Est-ce que les éléphants sont des artistes ? Est-ce que l'IA est un artiste ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait l'artiste ? Est-ce que c'est l'observateur et celui qui apprécie la valeur de ce qui lui est produit ? Ou est-ce que c'est la personne qui produit ? Oui, je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, je suis convaincu de dessiner mieux que Picasso, mais jamais réussi à inventer quoi que ce soit. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution des technologies, des découvertes, etc. Et comme vous le dites, l'intelligence artificielle se perfectionne, elle fait des choses assez rigolotes. Et c'est là où c'est intéressant de regarder dans le miroir qu'elle nous tend et de voir comment nous-mêmes, nous pouvons évoluer avec elle. Parce que notre perception à nous, elle est basée sur ce que nous connaissons. Et si l'intelligence artificielle nous permet d'explorer des potentiels futurs en nous disant « Tiens, je te prédis des choses », oui, aujourd'hui, on peut dire « Je vais prédire la météo de demain ». Voilà, je vais prédire la météo de demain, donc vous avez une forte probabilité de réorganiser votre barbecue s'il pleut, ou de vous couvrir un petit peu plus chaudement. C'est-à-dire qu'en gros, l'intelligence artificielle, là, dans ce cas-là, ne vous enlève absolument pas
ce qui est primordial, c'est la liberté du choix. C'est-à-dire qu'elle vous informe juste d'une situation. Et il faut être très attentif à tous les prédicateurs qui veulent brandir une intelligence artificielle qui va vous supprimer votre liberté de choix et surtout votre capacité à comprendre ce à quoi vous allez renoncer en suivant les choix de l'intelligence artificielle. Donc notre société doit évoluer en même temps que les nouvelles technologies qui arrivent. Et ces technologies ne doivent pas être là pour se substituer à l'humain, mais pour repenser peut-être des processus métiers dans l'agriculture, repenser des processus métiers dans la santé, etc., réorganiser des choses pour pouvoir faire que la société fasse ces choix-là en conscience de cause et en prenant le meilleur de ce que peut offrir l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un débat. Et comment on fait alors pour rester dans un cadre éthique, justement, et s'assurer que les choix qui sont pris sont les bons, ne sont pas au péril des individus et qu'on garde le contrôle de tout ça? Alors, il faut être attentif à ce que la notion d'éthique, elle est construite sur un contexte social, souvent national, c'est-à-dire que dans un pays, on a une perception de ce qui est juste, qui peut être différent de celle qu'on a dans d'autres pays. Donc quand vous avez une intelligence artificielle qui a été formée dans un pays avec certaines lois, etc., la question c'est est-ce que cette intelligence artificielle, dans votre pays à vous, où les lois sont différentes, fera un choix qui vous paraîtra éthique? Et là, la question, elle est posée aussi, c'est est-ce qu'il est éthique, par exemple, de faire ce choix-là et que, voilà, c'est pour ça qu'il faut contrôler. C'est-à-dire que nous, dans un des domaines de recherche, dans l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité du raisonnement. En gros, une intelligence artificielle qui vous donne un résultat, on doit être en capacité de lui faire dire pourquoi elle arrive à ce résultat-là. Il y a quelques années, en France, j'ai travaillé dans le domaine de la cybercriminalité, où il y avait une scène de crime. Alors je rassure tout le monde, c'était un crime où on avait utilisé une machine pour infecter un réseau ou des choses comme ça, etc. Il fallait retrouver l'humain qui était derrière la machine. Donc il n'y avait pas de personnes qui étaient mortes, mais il y avait eu des attaques par rapport aux machines. Et en fait, il fallait... Grâce à l'intelligence artificielle, on arrivait à parcourir d'énormes quantités d'informations sur le réseau pour reconstituer en fait les lignes de temps de chaque personne et donc de retrouver qui était l'auteur. Et ça ne pouvait pas être produit devant une cour parce qu'on n'avait pas l'explicabilité de pourquoi la machine arrivait à incriminer cette personne, même si elle aidait l'enquêteur. C'est ce qu'on appelle la boîte noire. Voilà, c'est ça, c'est cette fameuse notion de boîte noire. Donc là, nous avons travaillé avec un thésard, c'était le cadre d'une thèse, comme avec vous, sur justement une IA qui permettait de fournir l'explication et d'être boîte blanche, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on arrivait à ce type de raisonnement pour que ce soit accepté par la loi. Voilà. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle est très fortement liée à la loi, à l'éthique, etc. C'est pour ça qu'on a vu le RGPD apparaître ou des choses comme ça. On avait vu la dernière fois l'exemple d'une entreprise Meta, l'entreprise mère de Facebook, qui avait licencié des salariés ou des prestataires avec une intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas aussi parfois du coup un moyen de se cacher derrière des algorithmes en se disant c'est l'IA qui a décidé, qui a donné la bonne réponse? Oui, alors il y a plein de gens. Alors, ça existe depuis des années, c'est-à-dire on s'est rendu compte il y a quelque temps qu'on ne recrutait pour des postes de secrétaire de direction que des femmes. Et là, il y a un homme qui s'est dit mais c'est pas juste. Et personne ne s'était rendu compte qu'avant que sur des postes de manager, on ne recrutait que des hommes. Parce qu'il n'y avait pas une femme au pouvoir, semble-t-il, pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Donc là, pareil, on a des biais de raisonnement. Pourquoi ? Parce que dans la perception, l'intelligence artificielle, pour lui permettre de de percevoir les choses, il faut qu'on l'entraîne. Comme un enfant, quand il a un imagier, vous savez, que vous lui montrez une vache, que vous lui montrez un chien, etc. Au bout d'un moment, il va faire une acquisition en se disant « Ah ok, ça c'est une vache, ça c'est un chien, etc. » Bien, dans la partie perception d'une IA, lorsqu'on n'a que des postes occupés par
des gens qui sont d'un certain genre, et bien à ce moment-là, l'IA va se dire, bon, ben, en gros, un des critères de sélection, c'est le fait que cette personne-là soit une femme ou que ce soit un homme. Donc, il va écarter les autres. Et c'est le problème de la data. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait apparaître un problème phénoménal, c'est la qualité des données que l'on possède, qui sont souvent fausses, erronées, etc. Donc choisir un jeu de données pour entraîner des intelligences artificielles, c'est aujourd'hui un enjeu. C'est pour ça que j'ai éteint mon téléphone, pour ne pas permettre à Apple d'obtenir plus de données sur moi pendant cette heure-là, pour pouvoir qualifier mieux peut-être ma prochaine absence de choix. Et si on parle des champs d'application, donc là on a parlé un peu de santé, on a parlé d'industrie. Est-ce que on parle de transition numérique qui a lieu à peu près dans tous les secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle aura plus de perspectives de déploiement? Est-ce qu'il y en a dans lesquels c'est plus compliqué de faire une transition numérique? Alors, il me semble que partout, l'intelligence artificielle peut apporter quelque chose. Vous voyez, la semaine qui vient, je vais aller voir des étudiants en histoire, histoire médiévale, pour leur expliquer comment une intelligence artificielle peut être utilisée pour comprendre la façon dont un médiéviste interprète les métaphores dans les enluminures médiévales pour traduire les messages secrets que les moines, lorsqu'ils peignaient les enluminures, mettaient à l'intérieur des enluminures. Voilà. Donc, parce qu'on marchait par métaphore, on mettait des licornes, etc. Mais tout ça avait un sens. Donc, vous voyez, l'histoire médiévale découvre l'intelligence artificielle avec une passion phénoménale, parce que pour eux, c'est un outil qui met en exergue leur capacité de raisonnement, etc. Et donc, ils ont un répondant en face d'eux, donc ça, c'est super. À la fois, je vais aller voir des physiciens pour pouvoir faire des nouvelles formes de transistors qui, jusqu'à présent, fonctionnent avec des fils de cuivre, même si c'est à l'échelle nanométrique. Et là, l'idée, on veut d'arriver à trouver les bonnes formes de transistors pour les exciter avec des photons, c'est-à-dire de la lumière, pour que ça aille 300 000 km à la seconde, plus vite que l'électricité. Donc, et qu'il n'y ait pas d'échauffement. Donc, vous voyez, on est d'un côté dans la physique. Il y a depuis une dizaine d'années, les recherches en physique ont été complètement bouleversées par l'apport de l'intelligence artificielle, et 80% des publications dans le domaine de la physique utilisent le terme intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est vraiment ça. On l'a dans l'agriculture, on l'a dans la santé, comme on en a parlé, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle façon de comprendre des corrélations entre des informations, alors que l'humain a une capacité à comprendre des causalités. Alors, corrélation ne faut pas causalité, mais il y a des moments peut-être qu'on pourrait se dire, tiens, à chaque fois que je sors, le soleil se lève à l'est, peut-être que... Voilà, c'est une corrélation entre toutes mes journées. Est-ce qu'il y a une cause ? Voilà, peut-être qu'il y a quelques années, il y a des gens qui se sont posés cette question-là et qui sont arrivés à des formules mathématiques, à des nouvelles lois de physique ou des choses comme ça. Pour l'instant, voilà, ce que l'intelligence artificielle peut offrir, c'est une autre perception, une autre vision. Et si on fait un petit focus sur l'industrie, puisque, comme on l'a dit, on est ici dans un lieu chargé d'histoire autour de l'industrie. C'est toujours le même objectif finalement, d'optimiser grâce à des algorithmes, d'avoir des réponses plus rapides et puis de pouvoir orienter ses choix. Ça va être quoi les grandes applications dans l'industrie de l'intelligence artificielle ? On avait parlé de robots notamment. Alors, la première chose dans l'industrie qu'on souhaite faire, c'est anticiper le risque. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une entreprise qui explose, c'est pas génial. Une entreprise qui génère des douleurs ou qui génère des maladies ou des choses comme ça auprès de ses salariés, c'est pas génial non plus, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est d'arriver à analyser comment l'entreprise fonctionne pour pouvoir après construire des scénarios pour pouvoir changer l'organisation d'un poste de travail, par exemple. Ça peut être aussi changer sur une ligne de production l'interaction entre les personnes et les systèmes automatisés. C'est peut-être rajouter des capteurs pour prévenir les risques. Voilà, il y a ces approches-là. C'est pas forcément pour produire plus vite, c'est pas forcément pour produire mieux, etc. Mais c'est pour analyser le risque. Il y a 15 ans de ça, on développait des caméras d'acquisition rapide à 600 images secondes pour
identifié sur des lignes de production des transistors qui étaient mal conçus par les machines. Parce que lorsqu'on avait un lot de transistors dans lequel il y avait un transistor qui n'était pas bon, on rejetait tout le lot, parce qu'on ne savait pas. Et ça faisait une déperdition financière phénoménale. Donc l'idée, c'est toujours dans la prévention du risque, qu'elle soit en termes de production, qu'elle soit en termes d'environnement, qu'elle soit en termes de respect des contraintes. Aujourd'hui, on a plein de contraintes de sécurité dans les bâtiments, de carbone, de choses comme ça, etc. Et c'est donc l'IA, c'est vraiment une meilleure connaissance et offrir une meilleure connaissance de l'environnement de travail. Et avec une meilleure connaissance, les humains peuvent construire à ce moment-là des meilleures stratégies. Voilà. C'est ce que toi tu vois aussi au quotidien avec les projets au sein du groupe Galilée? Oui, tout à fait. Donc nous, justement, on est sur le cas concret de la maintenance prédictive. Et effectivement, donc du coup, nous, qu'est-ce que c'est la maintenance prédictive? C'est qu'on va essayer en fait de prédire en fait les cas critiques, comme ça a été évoqué, mais sur des machines. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va éviter en fait la panne d'une machine, du moins la prédire, et intervenir tout de suite sur site pour pouvoir justement éviter, on va dire, soit un équipement qui a cassé et du coup qu'on n'arrive plus à remplacer. Et puis ça a des coûts. Ça a aussi un impact aussi, je rajouterai aussi sur nos process, où on veut éventuellement trouver les optimums et améliorer nos process. Donc nous, par exemple, on travaille sur des améliorations où on a plein de paramètres sur une machine et on voudrait sortir le meilleur paramètre. Et là, on va faire appel à l'IA, justement. Là, on n'est plus dans la prédiction, mais plutôt dans l'optimisation. Et avoir, on va dire, les hyperparamètres qui vont optimiser notre processus industriel. Et on avait parlé aussi, notamment dans l'industrie, mais dans tous les secteurs, de l'amélioration de la qualité du travail, parfois, grâce à l'IA. On entend parfois l'inverse. Est-ce que mon travail ne va pas être remplacé? Mais je pense qu'on peut plutôt parler de modification des tâches et puis d'amélioration de la qualité de vie. Je le dis encore, hein, le développement de l'intelligence artificielle doit être accompagné d'une prise de conscience. C'est-à-dire que quand un industriel dans son entreprise souhaite développer de l'intelligence artificielle, c'est souvent pour répondre à un problème, à un risque qu'il a identifié. C'est rarement pour se dire « tiens, je vais remplacer du monde ». Voilà. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui font des transformations. Alors, je vais vous donner 2 exemples. J'ai vu des gens qui utilisent maintenant des cobots, c'est-à-dire en gros, ou des exosquelettes. C'est-à-dire ça leur permet de démocratiser l'accès à des manipulations qui n'étaient pas prévues avant pour des gens qui étaient de faible constitution. Par exemple, c'était réservé pour les hommes costauds. Maintenant, des femmes avec des exosquelettes peuvent prétendre à cet emploi-là et manipulent donc avec beaucoup moins de difficultés des pièces un peu lourdes ou sont dans des positions pendant un certain temps, mais soutenues au niveau des lombaires, etc., par le système. Donc ça, c'est une transformation du poste. Voilà, ce n'est pas une substitution. On va avoir dans le domaine de la santé, il y a aujourd'hui une transformation de la pensée de l'organisation du service médical sur les territoires. Beaucoup se disent, tiens, il y a les zones blanches, on ne trouve plus d'ophtalmo, on ne trouve plus de gens comme ça, de spécialistes. Et en fait, on a beaucoup d'échecs au niveau des études de médecine. Peut-être qu'il faudrait offrir à des personnes qui ne peuvent pas être spécialistes, mais néanmoins assez bons pour réussir quelques études de médecine, la capacité d'aller s'installer dans les zones blanches et se substituer à un cardiologue, par exemple, pour faire des contrôles de routine grâce à une intelligence artificielle, qui, elle, serait en mesure de prédire le risque en disant, cette personne-là, elle présente tous les critères nécessaires pour juste un renouvellement de son ordonnance. Cette personne-là, malheureusement, il faudrait plutôt qu'elle aille voir le spécialiste. Et ça permettrait de diminuer le nombre de personnes qui systématiquement vont voir un spécialiste pour faire un renouvellement d'ordonnance. Vous voyez, c'est une transformation du flux. Voilà. Alors, ça n'a pas l'air de convaincre beaucoup de gens ici, mais c'est l'idée. L'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la médecine personnalisée, donc c'est-à-dire d'accompagner non pas des personnes en leur disant vous devez suivre un protocole, mais de leur dire nous allons construire un protocole pour vous. Ça, c'est ce que permettra de faire de l'intelligence artificielle, d'adapter en fait à la personne en santé, mais ça peut être d'adapter au poste de travail dans l'industrie aussi, en apportant des moyens d'améliorer les interactions. Pour un gros
une grosse entreprise, une multinationale dont je n'ai pas le droit de dire le nom, nous avons développé un outil qui permettait à chaque acteur de processus de comprendre sa place au sein d'un processus. Parce que quand vous êtes sur un poste de travail, ben vous recevez du travail en amont, vous recevez du travail après, mais vous ne savez pas en fait ce que votre travail devient sur toute la ligne de production. Et souvent, quand cette ligne de production, elle est en partie en Asie, en partie aux États-Unis, en partie au Brésil, en partie en France, comme c'était le cas dans ce cas-là. Et grâce à l'outil numérique, à la dématérialisation de toutes les données, les gens se fédéraient beaucoup plus autour du produit qu'ils faisaient parce qu'ils avaient conscience de leur place dans cette chaîne de production, et ça renforçait leur conviction de vouloir faire quelque chose de bien. Oui, c'est aussi ces aspects-là que peut apporter l'IA, une meilleure conscience à chacun, un meilleur renseignement à chacun de ce qu'il fait, de la qualité de ce qu'il fait, de comment c'est utilisé par d'autres. Finalement, c'est l'utilisation qui va donner du sens. On pourrait se dire parfois le numérique, ça enlève du sens, ça enlève des interactions, etc. Mais ça peut aussi donner plus de sens finalement. C'est pour ça qu'on va développer des masters à l'université ou dans les écoles, là ici au CNAM. On va développer des masters avec des composantes des enseignements qui sont liés au droit, qui sont liés à la société, qui sont liés à la communication, qui sont liés à l'économie, etc. On a un master Smart City, gouvernance de la donnée à Dijon, qui est porté par la fac de droit, par exemple, où il y a beaucoup d'aspects juridiques, politiques, etc., sur qu'est-ce que va être la Smart City et les outils d'intelligence artificielle qu'on va y développer. On parle de Smart City, ça peut peut-être aussi faire une transition vers un autre sujet de transition, mais la transition environnementale. On parle beaucoup de sobriété énergétique, notamment en ce moment. Est-ce que l'IA peut aussi intervenir sur ce secteur ? Alors, est-ce que le politique peut intervenir sur ces questions grâce aux remontées de l'intelligence artificielle ? C'est plutôt ça. L'intelligence artificielle, elle ne fait rien, elle renseigne. Quand vous allez lui expliquer qu'il faut un peu plus de luminosité, un peu moins de luminosité, quand il faut lui expliquer qu'on voudrait un peu plus de chauffage, etc., tout ça, elle est capable de le faire. Elle est capable de construire des stratégies. Voilà. On a construit, par exemple, des stratégies d'amélioration du confort thermique des personnes en fonction de leur état émotionnel. Parce que quand on a bien chaud, on se sent mieux que quand on a un peu froid. Voilà, donc oui, ça c'est l'intelligence artificielle dans cet exemple-là. Alors, ça va vous faire peur. Elle va sur Twitter étudier les posts des gens qui vivent dans le bâtiment et identifier les gens qui vont pas bien pour pouvoir, là où ils sont, les réchauffer. Et les gens ils rigolent, mais ça a été testé. Voilà, on a ce genre de choses qui est fait. Alors après, on se dit, mais non, voilà, le bâtiment prend soin de vous. Voilà, ça c'était assez rigolo. Dans le projet Response auquel on est associé avec la métropole et 55 partenaires, donc c'est la ville de Turku, etc. L'objectif, c'est de faire des expérimentations pour savoir si dans 2-3 ans, on peut avoir des quartiers à énergie positive, voire des villes qui sont autonomes en énergie. Alors, ce n'est pas en ayant une plus grosse production et en construisant une centrale nucléaire en plein centre de Dijon. Hein. L'objectif, c'est de dire avec les différentes sources d'énergie qu'on est capable de produire localement, que ce soit le réseau de chaleur urbain, que ce soit les panneaux photovoltaïques, etc., est-ce qu'on est capable de mettre en place une stratégie pour que l'énergie soit délivrée au bon moment, à la bonne personne et au bon endroit. Voilà. Alors l'idée, je vais vous donner ça, c'est complètement farfelu, hein, c'est de dire, imaginons que vous ayez un parc de véhicules électriques qui est rechargé gratuitement par des panneaux photovoltaïques sur des ombrières dans le parking devant chez vous, et qu'en fait, le matin, vous puissiez les utiliser pour aller au travail, grosso modo, maximum 30 km pour pouvoir aller à votre travail, puisque c'est un travail sur place, dans 95% des cas. Et en fait, là, votre travail, la voiture continue à être rechargée, parce qu'il y a aussi des panneaux photovoltaïques sur le parking de votre travail. Le soir, vous rentrez chez vous, et l'énergie qui se trouve dans les batteries de la voiture est restituée, merci à l'intelligence artificielle, est restituée au bâtiment et permet de chauffer les logements, etc., etc. Et vous voyez, il y a cette capacité aujourd'hui de dire, est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes de raisonnement
pour pouvoir disposer d'une énergie qui va être répartie, qui va être mobile et qui sera délivrée à de la demande en fonction du besoin. Ah, ça y est, Belle perspective. tout le monde est... Ça, c'est à quel horizon on peut imaginer qu'on arrive à mettre ça en place? Alors, l'ambition de la métropole, c'est 2025 pour les bâtiments autonomes, pour les véhicules énergétiques, etc. Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il ne faut pas que ça soit... Alors, vous voyez, c'est là où on se pose des questions sur est-ce que c'est bien de posséder un véhicule ? Alors, est-ce que vous êtes propriétaire de votre véhicule ? Est-ce qu'à terme, vous ne serez pas juste utilisateur d'un service ? Et le véhicule, quand vous n'êtes pas dedans, on a le droit de l'utiliser pour récupérer son énergie. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire d'un véhicule électrique, je ne peux pas prendre votre énergie, c'est la vôtre. Voilà. Donc, il y a une transformation aussi des usages qui doit s'accompagner. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible ? On verra si la société, dans 10, 15, 20 ans, elle abordera les choses différemment. Alors, c'est plutôt les usages qui font les transformations et les progrès technologiques qu'on essaie de mettre en place, ou alors c'est l'inverse, on pense justement à des systèmes comme ça et ensuite il faut réussir à faire modifier les usages des citoyens. Alors, faire modifier les usages des citoyens, c'est pas possible. En fait, personnellement, c'est mes 15 ans de psychothérapie qui m'ont dit ça, c'est vouloir changer les autres, c'est pas possible. Voilà. On peut pas, on peut se changer soi, mais on peut changer les autres. Je n'y arrive pas, j'ai des enfants, j'ai essayé, ça marche pas. Ils ne rangent toujours pas leur chambre. Et pourtant, je fais mon maximum. Donc, l'idée, et je crois que je ne suis pas le seul à avoir des ados ici, vous aussi, vous mangez toutes vos pâtes. Bon. L'idée ici, c'est de convaincre, de faire comprendre aux gens. Voilà. Donc c'est compliqué parce que alors ça passe par l'école. On peut expliquer aux enfants les intérêts. Il y a beaucoup de travaux de sensibilisation, mais après arriver à la maison, il faut aussi convaincre. Chacun a des situations différentes, etc., etc. Chacun a des croyances, chacun a des habitudes, etc. Donc je pense que ça se fera dans le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est d'offrir aujourd'hui la possibilité à chacun de raisonner sur une autre façon de faire. Quand on n'a pas d'autre façon de faire, c'est difficile de se dire « Ah, ça serait super si... » Là, il y a peut-être d'autres options, voire les autres qui ont adopté un autre comportement, etc. Petit à petit, ça va faire peut-être un effet de masse, mais il faut qu'il y ait l'adhésion de tous pour que ça fonctionne. Voilà. Donc ça va marcher comme ça. On en avait d'ailleurs parlé au sujet de la question du réchauffement climatique, par exemple, qu'aujourd'hui l'IA était capable de dire pour stopper... le réchauffement climatique, il faudrait prendre telle mesure, mais que la réflexion c'était autrement parce que finalement c'est pas ce qui était possible de faire dans l'immédiat. Voilà. Oui. Ah oui, après il y a plein de contraintes. Voilà. Alors vous faites allusion aux vignes, c'est ça, non ? Je vous ai raconté ça. Enfin, on en avait parlé de manière générale, mais je aux vous raconte vignes l'histoire. Je suis désolé de la raconter comme ça, mais en fait. Le dérèglement climatique fait qu'il y a une transformation. On constate dans les vignes, les gens qui les possèdent et qui s'en occupent et qui sont des spécialistes se rendent compte qu'il y a une transformation organoleptique de leur vin. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un double problème. Le premier, c'est de se rendre compte que le vin dont ils ont la charge, de par souvent leurs ancêtres, leur famille qui les a éduqués à comprendre ce vin-là, ce vin se transforme et ils ne savent pas pourquoi. Donc ils ont peut-être un sentiment de trahir leur lignée. Et puis deuxièmement, ce vin-là, jusqu'à présent, il plaisait à des clients. Et comme ces caractères changent, ils ont peur de perdre leur clientèle et à ce moment-là de voir péricliter en fait, l'affaire financière dont ils ont la charge. Donc on met des capteurs à l'intérieur de cette vigne pour pouvoir arriver à comprendre les risques. Et on est tombé le jour où l'année où on a analysé les risques de maladie, les risques de dérèglement, etc. Ça a été une année magnifique. Donc l'IA n'a rien compris, puisqu'on lui disait s'il y a une maladie, tu pourras voir les signes précurseurs, il n'y en avait pas. S'il y a un dérèglement, il y a des pluies où ça gèle au mois d'août, etc. C'était magnifique, ça a été un vin formidable. Et donc, nous, on s'est plaint.
et aux vendangeurs, enfin aux gens qui s'en occupent, et puis ils m'ont dit, mais en fait, ce qu'il vous faut, c'est une mauvaise année pour que votre IA apprenne. Mais je dis oui, mais eux, ils ne voulaient pas. Oui, donc c'était une ambiguïté entre comment on forme une intelligence artificielle à prévenir des risques, en lui expliquant c'est quoi les risques, enfin en lui montrant, en lui faisant vivre les risques, sauf que l'humain ne voulait pas. Voilà. Donc ça, c'était assez particulier aussi. Voilà. Donc il y a plein de situations comme ça où il y a des freins, parce que on préfère reculer toujours plutôt que d'accepter peut-être une vérité sur laquelle on pourrait s'adapter, mais c'est comme ça. Et on avait parlé de ça et de manière plus globale, qu'on pouvait obtenir des réponses en l'objet de mesures très radicales, par exemple pour stopper le réchauffement climatique, mais qu'on n'était pas aussi toujours prêt à prendre de telles mesures à l'instant T, et que du coup l'IA nous servait à se dire comment on fait pour mieux gérer le risque. Oui. Et... Trouver des scénarios. C'est facile, vous voulez arrêter le règlement climatique, ne mangez plus. Oui, parce qu'il faut que la nourriture vienne, donc ça consomme du CO2, et ne vous déplacez plus, voilà, donc ne vous chauffez plus, voilà, etc. L'agriculture, l'énergie apportent beaucoup de CO2. Il faut arriver à trouver d'autres solutions. Voilà, d'autres solutions. Alors il y a des projets qui existent, hein, c'est comment on produit en local des fruits exotiques, parce que les gens veulent toujours manger des fruits qui sont... on veut tous. On veut tous des tomates au mois de novembre, etc. etc. Comment on fait pour changer ça? Et ça, c'est l'intelligence artificielle peut offrir un moyen de construire des systèmes qui reproduisent des environnements, des biotopes, propres à permettre la production de tomates au mois de novembre ou de bananes en Saône-et-Loire ou de choses comme ça, etc. etc. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et si ça l'est, est-ce qu'on peut utiliser... oui, c'est un peu ambigu entre ce que chacun souhaite avoir pour Noël, comme légumes, etc., et puis ce que réellement la Terre est capable de produire et tout. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas la solution de tout. Il faut vraiment qu'il y ait un groupe d'humains, de politiques, de sages, etc., puis la population elle-même, chacun d'entre vous, prenne une décision à un moment donné pour aller dans une direction qui peut être en effet dessinée par un scénario par l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas le croire comme un prophète, il faut vraiment essayer de le comprendre et puis de voir si c'est jouable ou pas. Parce que honnêtement, aujourd'hui, une intelligence artificielle qui vous donne des bons résultats pérennes dans le temps, ça n'existe pas. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Casse tout le mythe qu'on était en train de se faire. Je vais arrêter le doctorat alors. Non, mais on a besoin de gens comme vous parce qu'il faut continuer à réfléchir. Je vais vous donner un exemple tout bête. Pour former une intelligence artificielle, il faut que je lui donne des exemples pour qu'elle comprenne comment ça fonctionne. D'accord ? Imaginons que je lui fournis en fait un résultat assez simple qui est de dire sur l'année, sur tous les arrêts de bus à Chalon-sur-Saône, je vous dis à quelle heure arrive le bus par rapport à ce qui est programmé. D'accord ? Et je fais ça tous les jours, etc. Et je donne ça à une intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va construire un modèle prédictif en vous disant à chaque arrêt de bus, le prochain bus va arriver à telle heure. Parce qu'elle a analysé toutes les données, elle est capable de vous prédire ça. Sauf que si sur cette ligne, 2 km avant, il y a une réorganisation urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des travaux, et que tout d'un coup, il y a un feu qui vous fait une alternance, vous savez, où tout d'un coup, il n'y a plus qu'une voie, le bus, il va attendre que le feu, donc il va se décaler de 2 minutes. Mais ça va décaler de 2 minutes et votre intelligence artificielle va vous donner en fait des infos qui sont fausses. Et c'est ce qu'on appelle une dérive de concept. Pourquoi ? Parce que quand on a formé l'intelligence artificielle, on l'a formée à un monde figé qui en fait évolue. Donc c'est pour ça que je dis toujours une intelligence artificielle, c'est juste pendant un certain temps. Mais à partir de quel moment l'humain, comme l'intelligence artificielle, savent que elle produit des résultats qui commencent à être faux. Vous voyez, c'est pour ça, méfiez-vous des prophéties des intelligences artificielles. C'est qu'à un moment donné, il faut être sûr que l'intelligence artificielle, elle a été formée sur les bons paramètres, sur des données représentatives qui sont toujours vraies dans le temps. Et ça pose un problème. Et la personne qui a fait ça, c'est un humain.
Et donc, il faut que l'humain soit toujours attentif et vérifie toujours que les paramètres que l'intelligence artificielle elle a consommés pour s'entraîner sont toujours vrais. Voilà. Et donc, c'est le problème qu'on a en intelligence artificielle maintenant, c'est la véracité et la valeur de la donnée. Alors, la véracité, vous l'avez compris, c'est est-ce que ma donnée est vraie. La valeur, c'est est-ce qu'elle a de l'importance pour moi. Si je vous parle de jus de raisin, le vin, c'est du jus de raisin. Bon, bah, si je vous demande d'amener du jus de raisin pour l'anniversaire de mon gamin qui a 3 ans et pour que tout le monde puisse en boire, tous ses copains de maternelle, si vous venez avec un grand cru, j'ai peur que ce n'est pas la bonne valeur. Voilà. Vous voyez, c'est pareil si je viens à Noël invité chez vous, je ne sais jamais, je suis libre, et que j'amène une bonne bouteille de jus de raisin à la place d'un grand cru, peut-être que vous allez me dire, on n'a pas la même valeur. Vous voyez, même deux vins, on n'a pas forcément la même valeur, etc., etc. Mais les données, c'est pareil. Les données, c'est pareil, c'est comment on fait comprendre à une intelligence artificielle qui ne comprend rien, jusqu'à présent, la valeur des choses pour chacun. Donc il va falloir faire des choses un petit peu plus compliquées. On y travaille tous, en particulier des jeunes. Moi, je suis has-been, lui, il a des cheveux. Des jeunes comme le jeune homme qui est à ma gauche, qui se posent ces questions-là, qui font du prédictif. Et pour faire de la maintenance prédictive, il faut anticiper plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est merci à lui. Et merci à tous ceux qui sont là, qui fournissent plein d'informations personnelles en utilisant vos téléphones, même quand vous ne les utilisez pas, à des grosses sociétés qui nous aident à avoir des algorithmes bien plus perfectionnés. Non, j'allais proposer que sur ces mots, on puisse peut-être laisser la parole à certains d'entre vous pour quelques questions. Oui, on est au tout début. Oui, on est au tout début parce que la personne qui a fait l'introduction, elle a dit juste, hein, c'est qu'il faut des systèmes de calcul, donc physiques. Pour l'instant, ils n'existent pas. Enfin, moi, j'ai été à la FNAC, je n'ai pas vu d'ordinateur quantique récemment. Voilà. Donc, on a des qubits, on a IBM qui vous fournit une plateforme avec quelques qubits sur lesquels vous pouvez tester vos algorithmes. Bon, bah, c'est sympa. On a un problème de société aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une hétérogénéité des sociétés, donc des intelligences artificielles qui sont formées dans certaines sociétés ne sont pas forcément applicables dans les nôtres, il faut les refaire, les réentraîner. Ça coûte beaucoup d'argent de faire de l'intelligence artificielle aussi. Il faut entraîner l'intelligence artificielle. Je le dis à tous ceux qui voudraient faire un contrat de collab avec moi. Ça coûte de l'argent. Et puis, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, on suit 60 entreprises qui veulent développer ces systèmes-là, et c'est long. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on voudrait pouvoir faire plein de choses en intelligence artificielle, mais on se rend compte qu'avant, il faut déjà avoir les données, et les bonnes données. Et déjà, ça, c'est déjà compliqué. Donc, pour l'instant, on en est au babillement. Alors, je vais vous dire oui et non. D'accord ? La technique la plus simple, parce que, en fait, quand on dit l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un système perfectible ? La réponse est oui, bien sûr. Mais en fait, le plus simple, c'est de se dire, on s'est trompé, on n'a pas fourni les bonnes données. Donc, on supprime ce qu'on a mis en place, et puis on va en reformuler une. Enfin, on va reformer une IA avec des données auxquelles on n'avait pas pensé initialement. Voilà, ça, c'est plus simple. Elles ne nous en veulent pas, les IA. On les supprime, on fait un delete, point, c'est fini. Là, aujourd'hui, on travaille, c'est comme justement, il y a des intelligences artificielles qui sont vraiment, qui marchent très bien. Et malheureusement, c'est comme je vous l'ai expliqué, il y a une dérive de concept. C'est-à-dire que tout d'un coup, elles marchent un petit peu moins. Et donc là, c'est comment les réparer. Donc il y a d'autres approches d'intelligence artificielle qui permettent de faire ça, et qui permettent en gros entre guillemets, de corriger le tir. Voilà. Mais là encore, on en est au babillement. C'est les mêmes qui fourniront l'explicabilité. C'est-à-dire de faire comprendre à un humain, parce que là, l'explicabilité, c'est... Alors, l'un des problèmes qu'on a dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est d'expliquer le monde à une intelligence artificielle, de manière à ce que nous-mêmes soyons capables de comprendre ce que l'intelligence artificielle comprend. D'accord ? Voilà. Et donc, l'intelligence artificielle, il va falloir qu'elle nous restitue souvent un raisonnement, mais il faut qu'elle nous le restitue de manière à ce qu'on puisse le comprendre.
Et ça, c'est compliqué aussi. Est-ce qu'on est prêt à comprendre ce que va nous expliquer l'IA? Est-ce qu'on peut agir? Par exemple, vous pilotez un drone. Alors, il y a des drones qui se pilotent. Hein. Donc, vous pilotez un drone et tout d'un coup, l'IA vous dit plonger. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne électrique, il y a quelque chose. Enfin, donc, il faut être en capacité de savoir si elle a raison ou si c'est elle qui doit prendre la ligne. Enfin, prenons une voiture plutôt. Voilà. Et la voiture, elle ne doit pas rentrer dans celle de devant, elle change de voie. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il faut lui dire non, il y a des voitures qui arrivent en face. Quoi. Même si tu ne les vois pas, moi je me doute que c'est un risque. Voilà. Donc oui, il y a tout un problème là-dessus. Mais votre question est intéressante, parce que c'est oui et non. Non, alors moi dans mon cas, l'IA répond souvent je ne sais pas. J'ai une IA sage, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je l'entraîne à savoir, quand je ne lui ai pas expliqué des choses assez, elle dit je ne sais pas. Je vous donne un exemple tout bête. Je prends 2 personnes, Paula et John, et je dis à l'IA, j'ai 2 personnes, Paula et John, Paula est mariée à John. Ok? Quand je dis à l'IA, John est marié à qui? Elle me dit, je ne sais pas. Pour une raison simple, c'est parce que vous savez ce que c'est que le mariage. Enfin, votre cerveau vous fait plein de raccourcis dans votre tête. Donc, il vous contextualise tout ça. Mais l'IA, elle ne sait pas c'est quoi le mariage. Voilà. Et si je dis, Paula est mariée avec John et Paula est mariée avec Fred, l'IA va dire, ouais, pas de problème. Parce qu'on n'a pas été assez précis pour expliquer comment ça se passe. Surtout que Fred est un cheval. Paula est une vache. Et on sait bien tous que Paula, une vache, ne peut pas se marier avec un cheval. Voilà. Hormis Walt Disney. Voilà. Donc vous voyez, tout est compliqué. Si je peux rajouter quelque chose pour la question des biais, c'est que je pense qu'avant aussi, on n'avait pas conscience, nous informaticiens, de ces biais qu'il y avait dans les données. Et c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte de ces biais-là, en fait. Et moi, j'ai vu l'évolution déjà dans ma thèse, où ces sujets de biais, justement, qu'a évoqué notre conférencier, eh ben, ils n'étaient pas d'actualité. Et aujourd'hui, on y travaille et on essaye de supprimer ces biais-là. Et je pense que déjà, cette prise de conscience va permettre de faire des algorithmes de plus en plus efficaces sur ces questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Ce qu'on vous présente, hein, on ne vous vend pas un produit. Hein. C'est un raisonnement sur lequel on avance, la science avance, tout le monde avance, tout le monde essaye de dire. Alors, il y a des gens qui disent « moi j'ai plus raison que les autres ». Voilà, on voit des véhicules intelligents qui arrivent, on voit des frigos intelligents, on voit des balances intelligentes. Moi, la mienne, c'est une menteuse, hein, qu'elle soit intelligente ou pas, de toute façon. Et donc, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on est dans un environnement où on essaye de comprendre d'une certaine manière, et c'est ce miroir-là, on essaye d'avoir un jumeau numérique de notre monde, voilà, et on essaye de regarder dedans et puis de faire des simulations en se disant, voilà, si je fais ça, où on va. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Mais on essaye de se comprendre soi aussi. Je vais vous donner un exemple. Okay, vous prenez un bâtiment où il y a 500 logements, qui est un bâtiment d'habitation à un loyer modéré, et on va monitorer en fait la consommation énergétique de chaque logement, et on va se rendre compte qu'en hiver, il y a des gens qui sont hyper économes énergétiquement. Voilà. La question c'est, ils sont hyper économes pourquoi? Est-ce qu'on considère que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer? Donc à ce moment-là, imaginons que cette histoire-là arrive à l'oreille de la politique de la ville et qu'ils se disent ah ben, on va faire quelque chose pour ces gens-là. Et que tout ça, ça soit lié avec une intelligence artificielle. Ben, c'est interdit par la loi. Pourquoi? Parce qu'on a accès à des données personnelles. Ouais, donc vous voyez, la loi, elle est là pour nous protéger, sachant que les premiers qui seront en capacité d'identifier ce genre de comportement énergétique, ce sera plus les Américains que nous. Et quand je dis les Américains, pas aux États-Unis, mais les Américains qui verront qu'à Chalon-sur-Saône, à tel endroit, il y a des gens qui ne consomment pas. Ouais, donc c'est ça, la question, elle est là aujourd'hui. Donc la loi, elle est là pour régler. Il y a la CNIL, je ne sais pas si vous connaissez, qui est super pour ça. Bon, non mais vraiment, ils font un travail phénoménal, mais ce que nous on fait, on est un petit peu des alchimistes, si vous voulez, de la technologie de la science. Il y a des moments, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête quand je leur montre ce qu'on fait. Vous voyez, il y a récemment, alors, oui, ça c'est, on a développé des caméras. Alors tout de suite, une caméra dans votre esprit, c'est quelque chose qui filme, qui prend l'image d'une réalité. D'accord? Mais on a fait des caméras qui, à l'intérieur de la caméra, n'envoient pas d'image, elle la traduit en texte. C'est-à-dire qu'elle raconte ce qui se passe. D'accord?
Et là, tout d'un coup, on me dit ah ben non, vous n'avez pas le droit. Alors, pour expliquer, je dis bah voilà, par exemple, elle est capable de dire qu'il y a 3 personnes sur la scène. Alors là, on me dit ah ben non, vous n'avez pas le droit, RGPD. Ben, je dis qu'il y a 3 personnes, je dis pas qui sont les personnes. Et si les personnes se déplacent, la caméra est capable de dire tiens, ben, je suis chaque personne. Alors on me dit ah ben non, vous n'avez pas le droit, RGPD. Mais je dis mais c'est juste le fait qu'il y en a un qui a une cravate, donc elle le reconnaît dès qu'il se déplace, quoi. C'est tout. Et les gens n'arrivent pas à se dire mais vous n'avez pas le droit. Si on va le faire dans le tram, comme ça on va compter les gens qui montent et qui descendent. Ah ben, vous n'avez pas le droit de reconnaître les gens, mais on les reconnaît pas. On dit juste que c'est un amas de pixels et ça, on appelle ça une personne. Et qu'entre 2 images, l'amas de pixels c'est le même. Voilà. Et vous voyez, tout d'un coup, il y a une éducation à faire, mais une éducation législative, une éducation au niveau de la loi, une éducation politique. Voilà, il y a tous ces trucs. Parce que pour comprendre ça, c'est difficile. Voilà. Même moi, il y a des moments, je l'explique à mes étudiants qui sont pourtant en IA, ils ne comprennent pas toujours. C'est à un moment donné, je leur dis, mais oui, là, l'IA peut pas faire ça. Elle ne reconnaît pas. Sur 2 images consécutives, il faut vraiment un entraînement particulier pour reconnaître la même personne. Elle sait que c'est des personnes, mais savoir que c'est la même, c'est une information supplémentaire. On est bien d'accord? Je confirme. Ouais. Alors, vous êtes dur avec moi. Alors, pour simplifier, dans le monde, il y a 2 choix au niveau juridique. Il y a la maîtrise et il y a la propriété. D'accord ? En Europe, on a ce qu'on appelle la maîtrise de la donnée. C'est-à-dire, lorsque vous avez un fournisseur d'un service s'approprie votre donnée, il ne peut l'utiliser que dans le cadre du contrat que vous avez signé avec lui. Il ne peut pas en faire autre chose. D'accord ? Aux États-Unis, je pense en Chine, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle la propriété de la donnée. C'est-à-dire, dès que vous confiez une de vos données à un fournisseur de ces pays-là, il en devient le propriétaire. C'est-à-dire qu'il peut l'utiliser au-delà de ce qui est prévu dans le contrat qui vous lie à lui. D'accord ? C'est pour ça souvent qu'il n'y a pas de contrat. Quand vous utilisez Google, vous n'avez pas fait un contrat, vous signez rien. D'accord ? Puisque de toute façon, ce que vous allez lui donner est à lui. Oui, c'est plus simple. Par contre, vous pouvez avoir un risque. C'est arrivé où, quand vous allez aux États-Unis, on peut vous arrêter parce que vous avez utilisé les données de Google qui étaient les vôtres dans votre pays. C'est un petit peu compliqué. Mais je crois que c'est arrivé à un monsieur important d'une entreprise importante en Europe. Voilà. Donc, il faut être attentif à tout ce genre de risque-là. Donc, le problème des données qui appartiennent à d'autres, etc., c'est que c'est pas trop ça. C'est vous voulez former votre IA sur quel type de raisonnement. Et est-ce que ce raisonnement-là, il est juste juridiquement, il est juste socialement, etc., etc. Et là, c'est un problème. Je donne l'exemple que je donne souvent pour les voitures autonomes qui nous viennent des États-Unis. L'idée du choix, lorsqu'on n'a pas le choix de savoir qui on tue. C'est qu'il y a un accident qui va arriver, on doit soit écraser la personne, qui on évite, quoi, mais on n'a pas le choix. Pour pouvoir former les intelligences artificielles, ils ont fait des simulations et ils ont demandé à des étudiants du MIT de choisir, de dire quelle est la personne que vous allez sacrifier. D'accord ? Donc les gens, c'est une simulation, ils ont fait. Mais c'est parce que la loi aux États-Unis, elle est faite comme ça. Il y a un jury, et puis c'est les gens qui disent est-ce que la personne, elle est coupable ou pas, finalement, même si elle a tué. Voilà. Oui, c'est pas la même chose qu'ici en France. On retrouve donc aujourd'hui la décision, le résultat de tout ça, c'est de dire on ne tue pas les enfants, ce que nous, on peut accepter. Voilà. Et après, c'est de dire on sacrifie la personne qui a la plus faible valeur morale pour la société. Voilà. Alors, peut-être qu'aux États-Unis, ça se conçoit, je ne sais pas. Mais ça veut dire que si on utilise ces mêmes choses ici en France, on va dire, tiens, on va être capable de calculer la valeur morale de chacun d'entre vous. Et quand vous allez rentrer en traversant la route,
je vous invite à être avec quelqu'un qui a une valeur morale plus faible. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui vous trouve très sympathique, mais qui a une valeur morale plus forte, c'est qu'il a peur de se faire écraser. Au cas où il y a un véhicule intelligent qui vienne, il sache que lui, au moins, il est préservé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est terrible. Mais c'est un choix de société. Après, c'est un choix de société. Je ne dis pas que c'est les États-Unis qui ont fait ce choix-là. Je dis juste que il fallait qu'ils fassent un choix. C'est la première solution qui leur est proposée. Pour moi, la solution la meilleure était qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Mais alors, là, on rentre dans une théorie qui est la mienne. C'est bon, pour pas qu'il y ait d'accident, il faut enlever le code de la route. Ben oui, parce que c'est le code de la route qui fait avoir des accidents. C'est quand les gens ne respectent pas le code de la route. Enfin, je vous embête. Imaginons qu'on fasse des véhicules qui communiquent entre eux. Voilà, c'est des véhicules qui communiquent entre eux. Et éventuellement qui communiquent avec des piétons. Vous sortez dehors, vous avez un système, puisque Google, Apple, etc., vous géolocalisent. Pourquoi pas les véhicules à proximité. Voilà. Et on négocie. Vous êtes à 3h du matin, vous êtes sur une départementale à 90 km/h, et vous allez croiser une route, voilà, et souvent à 3h du matin, il y a un gars qui arrive là, et vous êtes obligé de freiner. Vous le savez, ça, c'est comme ça, c'est la loi de l'univers, on est fait pour se rencontrer. Bon, et bien imaginons que les voitures aient négocié 3 km avant d'arriver au point d'impact, et qu'il y en ait une qui ait dit je vais rouler 3 km/h plus vite, toi, tu n'as qu'à rouler 3 km/h moins vite, ce qui fait que quand toi, tu vas arriver, je serai passé déjà depuis 30 secondes. On a développé ça dans mon laboratoire à Belfort. Il y a des spécialistes des problèmes d'intersection entre piétons, entre véhicules, etc. etc. Sur des projets qui vont, par exemple, je crois que c'est dans les pays arabes, où il y a des grosses voies, des autoroutes, mais il y a beaucoup de brouillard. Et en fait, l'idée, c'est de dire que si tous les véhicules communiquent, on a fait des simulations, si les véhicules communiquent entre eux, celui qui rentre dans le brouillard et qui va ralentir peut prévenir les véhicules de derrière qui vont adapter automatiquement leur vitesse. Donc, il y a beaucoup moins de risques d'accident. Voilà. La SAP2R, sur un tronçon de la 6 vers Auxerre, a fait exactement la même chose il y a quelques années, où quand on annonce un bouchon, 10, 15, 20, 30 km avant, on vous demande de réduire votre vitesse. Mais on vous demande. Moi, mon idée, c'est de dire, faites un véhicule intelligent qui, automatiquement, vous met un limiteur de vitesse. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est moi qui me dis, ça serait bien de faire ça. Et aujourd'hui, j'ai un étudiant qui fait un projet tutoré, et son objectif, c'est ça, c'est de faire un limiteur de vitesse en fonction de la vitesse réelle à laquelle on doit être sur la route. C'est-à-dire qu'il vous dit, vous êtes sur une route à 80, votre voiture ne pourra pas aller à plus de 80. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bien dans toutes les situations ? Je ne sais pas. Mais ça commence à rentrer dans l'esprit des gens que peut-être une communication, une perception de l'environnement, une autre approche que celle qu'on a aujourd'hui est intéressante. Et c'est ce que j'aime dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle vous aide à parfois prendre les choses selon une autre approche, parce que vous êtes dans un monde numérique où les lois physiques sont complètement inexistantes. Vous pouvez les modeler comme vous voulez. Les lois humaines, vous pouvez les modeler comme vous voulez, etc., etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de sortir d'un cadre de pensée que notre société, tous les jours, nous donne. Et ça permet parfois à des entreprises, des industries, etc., d'avoir une idée lumineuse de réorganisation du travail, d'anticipation des risques, dans la santé, de détection précoce de certains types de maladies, etc. Et souvent, c'est positif. Voilà. Mais s'il y a une innovation, elle viendra toujours du choix humain. Voilà, j'en suis convaincu. Je comptais vous proposer de dire le mot de la fin, mais je pense que cette conclusion était déjà assez intéressante. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, merci. Dans ce cas, je vais vous remercier beaucoup. Merci pour votre attention. Merci à Christophe Nicole pour ses passionnants retours d'expérience. Merci Mehdi pour ta participation. Je voulais aussi remercier le Campus des métiers qui est partenaire du Festival de la transition écologique et numérique dans le cadre duquel se déroule cette conférence.
et vous dire que le campus des métiers, donc industrie technologique innovante et performante, qui est basé au Creusot, organise d'autres causeries du lundi dans le cadre du Festival de la Transition. Et il y en a les 2 prochains lundis. Une donc le 28 novembre sur l'environnement et l'énergie, et une le 5 décembre sur l'énergie nucléaire et la transition, qui se déroule à l'IUT du Creusot. Et toute la programmation du Festival de la Transition est disponible sur leur site internet. Merci à tous. On peut applaudir le professeur Nicole. Merci. On peut applaudir mes collègues aussi. Merci.